Bonsoir fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision BF1. Merci de nous recevoir chez vous. Le don le plus prestigieux que l'on puisse faire à un être humain, c'est le savoir. Car le savoir, une fois donné, ne peut être repris. L'invité du jour fait partie de ces personnes qui offrent le savoir, qui donnent le savoir. Vous l'aurez bien compris, c'est un éducateur. Mais avant de le découvrir davantage, suivons sa bio express. Il se nomme Eli Dafrassin Sanon, instituteur principal. Il marque le monde scolaire au Burkina Faso et surtout à Bobo Dioulasso. Sa rigueur est une école et son engagement une leçon pour les jeunes enseignants. Actuellement en service à la direction provinciale de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Houé, Eli Dafrassin Sanon a une brillante carrière qui débute en 1987 en tant qu'instituteur adjoint certifié à l'école Sarfalao B. 2 ans plus tard, il passe instituteur certifié à l'école Colma B, puis à l'école Kouassé pendant 5 ans. Après une année de formation et de perfectionnement, Dafrassin Eli Sanon passe instituteur principal. Il est nommé directeur de l'école Kwinimassé et restera à ce poste pendant 6 ans. Monsieur Sanon passe ensuite à l'école Kouaji, toujours comme directeur général, et cela pendant 13 années. Une belle carrière pour celui qui a fait ses premiers pas d'apprentissage à Ma Agnès de l'école Amdalaï Bobo en 1971. Venu au monde en 1966 à Bobo Dioulasso, Eli Dafrassin Sanon est marié et père de 2 enfants. Très pieux, il est coordinateur de la pastorale familiale dans le diocèse de Bobo Dioulasso. Il est également responsable des vocations dans la paroisse Notre-Dame des Apôtres du secteur 24 de Bobo. Soulignons enfin que Dafrassin Sanon est un confrère. Il est correspondant de presse de la radio Étoile de Noël. Il pourrait très bien nous parler en djoula ou en bobofi. Il pourrait également nous parler quelque peu en anglais. Mais c'est en français qu'il s'adresse à nous aujourd'hui pour ses leçons de vie. Bonsoir M. Sanon. Bonsoir M. Saré. Eh bien, merci de nous recevoir chez vous. Merci, je vous en prie, vous êtes chez vous. D'accord. Que signifie le nom Dafrassin? Le nom Dafrassin, en bobo, la prononciation étymologique pourrait être celle-ci. Dafrassin. Dafrassin veut dire fils de Dafra. D'accord. Dafra, comme vous le savez, c'est un marigot. Et Sing en bobo, c'est un garçon. Okay. Voilà. Le garçon du marigot. Voilà. Certaines personnes voudraient voir une sorte d'incompatibilité entre l'engagement chrétien-catholique et le fait qu'on puisse donner des noms relevant des traditions. Ça semble ne pas être votre avis. Je pense que oui, parce que je suis né d'une famille chrétienne catholique. Et cela n'empêche l'attribution d'un nom authentique. Et je suis Bobo, à part entière, maman est Bobo. Mon papa est Bobo. Alors, ce nom Dafrassi est un nom qui m'a été donné simplement parce que mon père a été un agent de santé. Il a longtemps servi dans certaines villes du Burkina. Il a eu 6 enfants dans ces différentes localités. Et quand il a été affecté à Bobo, je fus le premier à naître et le deuxième garçon après 5 filles. L'aîné étant un garçon. Alors, c'est ainsi que Dafra, qui semble être la base de Bobo Dioulasso, ce nom m'a été donné. Et vous démarrez l'enseignement en 1987. Oui. Alors, racontez-nous votre tout premier jour en tant que professionnel de l'enseignement, en tant qu'enseignant. Alors, je dirais d'abord que j'ai eu la chance de passer par une école de formation professionnelle, l'ENEP de Lumbila. Et après avoir reçu les rudiments nécessaires pour enseigner, le 1er octobre 1987, je me suis retrouvé à l'école Sarfalao B, où je devrais tenir une classe de CP2. Alors, une année plus tôt, j'ai eu à faire des stages pratiques. Alors donc, je me suis
tout de suite engagé à faire de ses petits-enfants les futurs responsables de demain. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été simple, parce que les préparations au tout début n'étaient pas du tout aisées. Il fallait mettre beaucoup plus de temps. Et au fur et à mesure que le temps s'écoulait, alors donc j'ai commencé à m'habituer. Et finalement, bon, c'est devenu, j'allais dire, de la routine pour moi. Et vous arrivez à l'enseignement, était-ce plus par vocation ou juste en quête d'un emploi et vous êtes tombé sur l'enseignement? En réalité, j'ai beaucoup aimé les enfants. J'ai beaucoup aimé les enfants. Et je suis allé dans... Si on n'aime pas les enfants, on ne peut pas enseigner. Pour moi, oui. Parce qu'il faut l'amour des tout petits. Et sans quoi, ce serait difficile de les supporter. Parce qu'en réalité, c'est une tâche très difficile, mais noble en réalité. Récemment, nous avons vu lors des grands prix décernés au monde de l'éducation que les deux super enseignants ont engrangé une village chacun. Alors, quelle est votre appréciation de cela quand on sait que parfois les enseignants ont semblé être relégués à un second niveau d'importance? Je ne peux qu'apprécier cet acte louable à sa juste valeur, parce que l'enseignant est à la base de tout. Aujourd'hui, on parlerait d'enseignement, mais dans le temps, on parlait d'éducation. Au sein de l'éducation, à l'instruction et à l'enseignement, il y a du tout. Alors donc, sans l'éducateur, sans l'enseignant, le monde ne serait pas là où il est aujourd'hui. Donc, me rendre compte de nos jours que l'enseignant est valorisé à travers ce genre de distinction, cela me va vraiment droit au cœur. Vous avez dit une chose très importante, oui. L'enseignant est à la base de tout. Oui. Et on se rend parfois compte que dans le recrutement de certains enseignants, ils n'ont pas toujours le niveau. Et cela a pour répercussion aussi de baisser le niveau d'ensemble des élèves. Alors, qu'est-ce qui peut être fait pour élever justement ce niveau-là? Je pense que cette plaide a déjà trouvé un soin. Au lieu du BEPC comme niveau de recrutement des enseignants du primaire, depuis cette année d'ailleurs, du moins l'année passée, les enseignants du primaire ont été recrutés à partir du baccalauréat. Et je me dis que cela pourrait être une solution à cette difficulté dont vous venez de parler. C'est un début de solution. Voilà. D'accord. Après votre premier jour en 1987 dans l'enseignement, oui. 15 ans plus tard, vous passez directeur oui. De l'école. Alors, quels sont les actes dont vous êtes le plus fier aujourd'hui en tant qu'enseignant, en tant que directeur? D'abord, en tant qu'enseignant, quelque chose m'a beaucoup marqué quand j'étais sur le terrain. Les enfants dont j'avais la charge ont toujours été, pas en totalité, mais en majorité, des enfants qui étaient, j'allais dire, comme mes propres enfants. Et cela a engendré une situation que je vis aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à mes côtés, mes anciens élèves. Voilà. Donc, cela semble être pour moi une satisfaction indélébile. Est-ce que vous avez déjà eu des déceptions en tant qu'enseignant? Bien sûr, cela ne manque pas. Et la déception, c'est d'abord lorsqu'on se rend compte qu'un élève a échoué. On y va à la régie pour suivre une vidéo et on revient. Monsieur Eli a été un collaborateur pour moi juste après l'école. Voilà, en son temps, il était mon maître. Mais il y a quelques années de cela, on a travaillé ensemble. Bon, comme on le dit en français, qu'il a été mon collègue. Mais moi, je l'appelle toujours monsieur. Donc, je dis que c'est un collaborateur. C'était mon directeur d'école. Voilà. Et les quelques années qu'on a passées ensemble, j'ai redécouvert des potentialités en lui. Et il est toujours là avec sa rigueur des années 93. Voilà, parce que avant même de venir à l'école, bon, on m'a fait comprendre que ce monsieur, il est très compliqué. Bon, il est ceci, il est cela.
Bon, c'est une fois arrivé à l'école que j'ai compris effectivement ce qui se passe quand les gens disent qu'il est compliqué. Bon, au fait, c'est la rigueur. Il a toujours gardé sa rigueur. Il ne tolère pas les retards. Bon, et même le côté travail. Voilà, monsieur Eli n'aime pas du tout ceux qui ne travaillent pas. Et là-dessus, bon, les quelques années qu'on a fait ensemble, j'ai découvert que c'est comme s'il était devenu encore plus rigoureux. Voilà, parce que lui-même étant le premier responsable, bon, je ne l'ai jamais vu venir en retard. Voilà, j'arrive à 7h15. Si le monsieur n'est pas là, c'est qu'il ne va pas venir. Et du coup, ça amène tous ses collaborateurs à faire comme lui. Voilà. Vraiment, M. Sanou, il aime la rigueur, la ponctualité et surtout l'assiduité. Alors, quand je suis venue dans son école, il m'a demandé si j'ai des antécédents. Alors, à l'époque, je faisais des fausses couches jusqu'à 3 fois. Donc, je lui ai dit, bon, il va me voir peut-être dans les lieux de prière. Donc, M. Sanou m'a dit tout de suite que de faire très attention, que tous les lieux de prière là ne sont pas des lieux de prière. Alors, que moi je suis sûre que Jésus peut me venir en aide. Je dis oui. Il m'a posé la question jusqu'à 3 fois, je dis oui. Il dit d'accord. Que je connais la cathédrale, je dis oui. Que lui, il est catholique, bon, qu'il travaille beaucoup avec Maman Marie. Donc, d'aller au niveau de la cathédrale, qu'il y a une grotte là-bas. Qu'arriver de donner mes intentions et de revenir à la maison. Bon, il m'a demandé si je sais dire la prière. Je vous salue Marie et notre Père qui est aux cieux. Bon, je connaissais, mais pas tellement. Donc, il m'a écrit la prière et j'ai appris. Donc, arrivé là-bas, donc j'ai fait ma prière et je suis revenue à la maison. Et le mois qui suivait, j'étais enceinte. Et Dieu faisant bien, parce qu'à l'époque, les jeudis, on n'avait pas cours. C'est un jeudi, je suis allée. Et c'est un jeudi aussi, mon bébé est venu au monde. J'ai eu une très belle petite fille. Et je ne vais jamais oublier ça. Et tout ceci grâce à M. Samou. Donc ce n'est pas que le directeur, mais c'est également en quelque sorte le coach, le conseiller. Oui. Voilà, c'est quoi le secret justement pour galvaniser, mobiliser les troupes pour la réussite des objectifs? Ok. Et pour moi, tout est basé sur l'amour. Et avant de travailler ensemble, il faut s'apprécier. Ensuite, il faut être sincère les uns avec les autres. Il faut également respecter les principes de base de l'éducation. Voilà. Alors donc, dès lors que ces différents aspects sont respectés, le travail ne peut que marcher. D'accord. Vous êtes très engagé à l'Église. Par ailleurs, vous êtes correspondant de presse. Oui. En plus, vous êtes directeur et de la classe que vous tenez. Alors, comment est-ce que vous organisez une journée de travail pour être le plus efficace possible, le plus productif? Parce que c'est un peu beaucoup plus de charge que vous avez. Alors, Vous, je dirais que... le matin, comment est-ce que vous planifiez votre journée? D'accord. Je dirais d'abord que le directeur d'école, généralement, est un encadreur de proximité. Il n'est pas titulaire d'une classe. Alors, j'ajouterais aussi que les activités extra, je les mène les week-ends. Okay. Par exemple, ce que je fais comme production à la radio Étoile se passe les week-ends. Samedi, toute la journée, nous ne travaillons pas. Dimanche également, toute la journée, nous ne travaillons pas. Et même les jours ouvrables, à partir de 17h, nous descendons. Donc, j'essaie de me reposer et après, je me rends à la radio pour faire ce que j'ai à faire. Alors, pour ce qui concerne ma journée, je me réveille chaque jour à 5h30. Je marche environ 2 km. Je vais à la boulangerie prendre mon pain. Je reviens à pied. Je nettoie mon véhicule. Je rentre, je prends mon petit déjeuner, je fais la toilette et je vais au service. Voilà. Quel conseil donneriez-vous aux parents d'élèves quand on sait que leur rôle est aussi important pour encadrer les enfants à la maison, de sorte à ce que le travail que vous faites
puissent trouver aussi un répondant à la maison? Comment doit-il s'y prendre? Parce qu'ils ne s'y connaissent pas, ils ne sont pas pédagogues à la base. Voilà une question très importante que vous venez de poser. C'est comme si vous étiez avec moi lorsque j'étais directeur d'école. J'ai toujours dit aux parents d'élèves d'être très proches de leurs enfants et d'être proches également de ceux-là qui sont les enseignants de leurs enfants, ceux qui tiennent leurs enfants. Pourquoi? Parce que cela permet à l'enseignant de savoir que le parent est soucieux du devenir de son enfant. Et cela permet également aux parents de savoir qui est son enfant en réalité. Parce que ce qui se passe, généralement, les parents ignorent le fond du comportement de leurs enfants. Ce que l'enfant produit à l'école, il ne produit pas la même chose à la maison. Alors donc, entre parents et enseignants, il y a, j'allais dire, une complémentarité. Lorsque les deux se concertent, tout de suite la solution est trouvée pour éduquer l'enfant. Voilà. À présent, nous parlons de votre vie de famille, de votre vie en société. Voilà. En société, comment est-ce que vous vous comportez? Est-ce que vous avez des amis? Vous avez le temps des visites à rendre aux amis? Vous les recevez? Comment est-ce que vous concevez la vie en société? Oui, comme tout être humain, je suis sociable, j'ai des amis, mais je n'ai pas trop d'amis. Parce que tant que je n'ai pas confiance en quelqu'un, je n'aime pas trop lier amitié avec la personne. Le geste d'un ami qui vous a marqué? Vous vous avez dit, c'est la preuve qu'il y a des amis sur cette terre. Oui. Ça a un sens. Et je prends l'exemple d'un ami qui est venu bénir ma maison lorsque je devrais déménager ici en 2002. Alors, un ami d'enfance et qui finalement est devenu comme le père spirituel de notre famille. Un autre ami qui m'a connu depuis que j'étais enfant, je faisais la classe de CP2, il est prêtre aujourd'hui. Il m'a connu, comme je l'ai dit, quand je faisais la classe de CE2. Et un jour, quand il m'a approché, parce que j'étais plus triste que d'habitude, il m'a demandé ce qu'il y avait. Je lui ai fait savoir que c'est mon père qui ne se sentait pas. À l'issue donc de la catéchèse, c'était à la catéchèse, il m'a remorqué sur sa moto pour m'amener à la maison, voir l'état de santé de mon père. Alors, donc ce fut pour moi, j'allais dire, une marque indélébile jusqu'au jour où je vous parle. Voilà. Alors qu'il était beaucoup plus âgé que moi. Mais bon, l'amitié est restée jusqu'à aujourd'hui. Voilà. On dit habituellement que les gens de Bobo sont plus sociables que les gens des autres localités du Burkina Faso, et plus précisément de Ouagadougou. C'est quoi qui fait la particularité de la sociabilité à Bobo? Qu'est-ce qui fait que les gens seraient plus sociables à Bobo qu'ailleurs? Bon, je n'ai pas trop remarqué la différence. Et la seule différence que j'ai remarquée est qu'à Bobo, les voisins se rendent visite. Mais à Ouaga, généralement, surtout dans certains quartiers, tous les portails sont fermés. Et un bonjour, c'est peut-être une fois par semaine, peut-être moins. Alors qu'à Bobo, moindre chose, nous sommes ensemble, nous entraînons. Donc, je souscris au point de vue. Voilà. Côté famille, vous êtes marié et père de 2 enfants. Oui. Mais avant, suivons le témoignage des membres de votre famille. C'était un soir d'un mois de juin 1988. J'étais sortie pour me balader un peu et je l'ai croisé chez un de ses amis, non loin de chez moi. Et c'est là qu'il m'a arrêté. On a échangé et quand il a donné mon nom, ce jour-là, je me rappelle que je lui avais donné un faux nom. Et il m'a demandé où je logeais et je lui ai indiqué vaguement et je suis allée. Et c'est après que quelques jours, je le vois chez moi et tout étonné. Et là, il m'a dit que non, qu'après l'enseignement, il a vu toute la vérité et il a tenu à venir me voir. Et on a causé
Et franchement, ce qui m'a d'abord attiré mon attention, c'est le fait que dès le premier moment, il a accepté d'intégrer la cour. Voilà, comme de par le passé, on voit les jeunes hommes qui n'acceptent pas de venir dans la cour paternelle des filles. Lui, son cas n'a pas été ainsi. Il a intégré directement la cour et d'aller se présenter aux parents. Et depuis lors, voilà, toutes ces visites, il entrait directement et on causait dans la cour en présence des parents. Bon, c'est d'abord ce qui m'a tiqué. Bon, en tant que mari, il faut le relever, c'est un époux attentionné, qui est vraiment présent et qui respecte ses engagements. Il s'assume et il aime vraiment que tout marche et il veut voir l'autre épanoui à ses côtés. Son plus grand défaut, c'est sa nervosité. Il s'énerve beaucoup et il est assez rigide quand même quant à la ponctualité et quant à ce qu'il veut qu'on lui rende. Il n'aime pas vraiment les écarts, c'est tout ça. Je dirais que c'est un bon père, un père présent, un père pieux, un père aimant. Bon, je dirais aussi que c'est une qualité, mais c'est un père assez sévère, assez strict, voilà, surtout envers ses enfants. Bon, comme défaut, je dirais qu'il se fâche vite. Je dirais qu'il est assez nerveux. Et quelquefois, je dirais qu'il manque de patience. Une fois, quand j'étais au lycée, j'étais à la recherche, en quête de stage. Je voulais faire un stage. Et quand je lui en ai parlé, à mon insu, il est sorti pour chercher le stage pour moi. Et quand il est revenu, il nous a raconté qu'il était allé voir le directeur de la BCAO de Bobo pour chercher un stage pour sa fille qui n'était qu'en première. Et en fait, ça nous a fait rire et à la fois nous avons compris qu'il était tenace. Pour un père qui se lève pour aller voir tout un directeur, pour un stage pour sa fille qui n'a même pas le bac, je pense que c'était assez osé. Et c'était quand même un vrai signe, un vrai don de soi. C'était vraiment touchant et ça faisait rire quand même. Monsieur Sanon a énormément de qualités. Son principal défaut, c'est la nervosité. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Manque de patience ou... Bon, je résume cela en un manque de patience d'une part, et j'aime le beau de l'autre part. C'est-à-dire que je n'aime pas les échecs. Okay. Voilà. Okay. Mais est-ce que vous essayez de travailler sur vous quand on sait que tout autour de vous, les gens ne seront pas toujours parfaits? Tout à fait. Et qu'à cette allure, vous risquez vous-même de créer des soucis de santé? Alors, à ce niveau, je rends grâce à Dieu. Et je dis également merci à mon épouse qui m'a façonné au fil des ans. Parce que plus jeune encore, j'étais très nerveux. Et avec la vie commune, elle m'a amené, je ne sais par quelle stratégie, et de façon vraiment intelligente et très doucement. Voilà. Aujourd'hui, elle-même, elle reconnaît que j'ai beaucoup changé. Voilà. Néanmoins, l'original semble rester. Voilà. D'accord. Ça, on a encore quelques années pour un travail. Merci alors. Parlons justement de votre épouse. Qu'est-ce qui vous a le plus plu chez elle? Qu'est-ce qui vous détermine à dire, celle-là, c'est mon épouse? Ce n'est pas la première femme que vous croisez sur votre chemin. Voilà. Effectivement. D'abord, elle est aimable. Ensuite, elle est très sincère. Pourquoi je dis cela? Quand elle est d'accord, elle l'est définitivement.
Quand elle dit non également, c'est non. Et ensuite, quand j'ai été chez elle pour la première fois, c'est peut-être banal, mais quelque chose m'a plu en elle et en sa famille. Et je l'ai trouvée, lors de ma première visite chez elle, en train de manger avec son père dans le même plat. Et exactement, c'était la même pratique chez nous à la maison. Nous étions tous ensemble autour du plat chaque soir ou chaque midi. Et quand j'ai vu cela, je me suis dit que voilà une famille unie. Celle-là pourrait vivre avec moi et faire de ma famille une famille unie. Voilà. D'accord. On sait également que tout couple a ses difficultés. Bien sûr. Qu'il surmonte. Mais généralement, le chef de famille est celui qui doit tout manager. Oui. Alors, comment vous y prenez lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a une petite tension, une crise à la maison, pour surmonter cela? Alors, le chef de famille est avant tout un tas d'ordures. Quand ça commence à chauffer, quand j'ai dit chauffer, je remets tout entre les mains de Dieu, premièrement. Et on le dit souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Après avoir remis la situation à Dieu, je cherche forcément une solution. Une solution qui pourrait permettre de dénouer la situation difficile qui se présente en ce moment. Voilà. D'accord. Et parlant de vos enfants, quels sont les éléments clés que vous avez consacrés pour leur éducation? Sur quoi vous vous êtes dit, je ne dois pas rater cette partie de l'éducation des enfants. Et c'est toujours la base éducative, là, le respect de soi-même, le respect de l'autre, que ce soit un enfant comme eux, que ce soit un adulte, et encore plus ceux-là qui valent leurs parents, le respect. Et ensuite, le sérieux dans tout ce qu'ils doivent faire. Voilà. Okay. À présent, nous parlons de votre enfance et de votre éducation. Oui. Alors, dites-nous un mot sur vos parents. Qui étaient-ils et quel était votre rapport avec eux? Mon père était un agent de santé, ma mère une ménagère. Et je suis le 7e enfant et le 2e garçon. Le premier il n'est plus, paix à son âme, le premier était un garçon. Et entre le premier et moi, il y a eu 5 filles. Alors, donc, je semblais être l'enfant chouchou des parents parce que mon papa voulait un garçon depuis longtemps, après 5 filles. Donc, il était devenu impatient. Et quand moi je suis né, j'ai bénéficié de beaucoup de faveurs de la part aussi bien de mon père que de ma mère. Et si vous avez remarqué, la raison pour laquelle j'ai fait la maternelle à ma Agnès, mes aînés n'ont pas bénéficié de cela. Donc, en toute sincérité, il y avait cette complicité-là entre mes parents et moi, et en même temps la rigueur parce qu'ils voulaient ma réussite. D'accord. Généralement, quand un enfant est très bien aimé de la famille des parents notamment, c'est même un enfant un peu gâté, un peu gaffeur. Est-ce que c'était votre cas? Est-ce qu'il arrivait qu'on vous corrige souvent parce que, bon, vous faisiez un peu de bêtises? Alors, une anecdote. Quand j'étais à l'école primaire, à l'école Colma A, et dans la classe de CM2, un jour autour de 12h moins, j'avais faim. Donc, le problème que le maître expliquait au tableau était devenu pour moi une corvée. Parce que j'avais faim et j'étais concentré plutôt sur ce que maman allait m'offrir à manger à midi. Donc, je rêvais. Le maître, en tant qu'enseignant expérimenté, quand il jette un coup d'œil en classe, il sait qui suit, qui ne suit pas. Et il s'est rendu compte que ce monsieur-là ne suit pas, il n'a rien dit, il a terminé. Et à la fin, il me fait partir au tableau et il me demande de reprendre. Comment allais-je reprendre? Sans avoir suivi. Sans avoir suivi. Donc j'étais là, bouche bée. Il m'a donc corrigé en son temps. Il m'a donné quelques coups de fouet. Et quand je suis arrivé à la maison, j'avais toujours les yeux rouges. Quand mon père est rentré du service,
Il s'en est rendu compte parce qu'il était très regardant. Quand il arrivait, il cherchait à savoir ce qui s'était passé après lui. Donc il s'est rendu compte que je n'étais pas dans ma peau. Il m'a posé la question. Et comme la sincérité avait toujours été demandée chez nous à la maison, je ne pouvais pas mentir. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Lui également, il a ajouté sa correction. Et le lendemain, voilà, il s'est rendu à l'école pour aller féliciter le maître. Donc pour dire que malgré cette position d'enfant chouchou, mes parents m'ont toujours... Absolument. Okay. Voilà. D'accord. Nous partons à la régie pour suivre une vidéo où témoignent vos amis d'enfance. Nous l'appelions affectueusement en son temps Monsieur Propre, parce que même en jouant au ballon, il n'aimait pas trop rouler. On le faisait placer généralement comme gardien de but, mais il ne plonge jamais. Voilà, toujours propre et il n'aime pas se salir. Un fait marquant, peut-être en classe, ben c'était lui qui nous ravissait la vedette. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un à dominer pour être premier, ben chacun se retournait pour le regarder. Et à chaque fois, M. Bonzi aimait dire, ben, faites comme Eli. Ça nous est resté à l'esprit. Un gardien de but qui ne veut pas plonger. Ouais. Ça ne coupe pas la rue. Bon, on risque de prendre une hécatombe de but. Effectivement. Je le regrette aujourd'hui parce que c'est en fait très maladroit pour un gardien de but qui, sans accepter de rouler, ne peut jamais jouer pleinement son rôle. Mais bon, c'était un esprit enfantin parce que je voulais toujours rester propre de corps et d'habits. Donc voilà pourquoi je refusais de plonger. Et cela vous suit sans doute jusqu'aujourd'hui. Bon, peut-être que les autres pourront le dire. Cette rigueur, cette sévérité, justement, a un lien avec cette enfance où on ne voulait pas faire les choses n'importe comment. Okay. Voilà. Et selon vous, vous qui avez grandi à Bobo, qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre le Bobo de votre enfance et le Bobo d'aujourd'hui? Pour moi, il y a eu un grand changement par rapport à la démographie. Et avant la démographie, il y a d'abord l'extension de la ville de Bobo-Dioulasso. Parce qu'à mon enfance, le quartier Colman n'existait pas. Alors qu'aujourd'hui, Colman va au-delà de plusieurs kilomètres. Et la limite également, c'était Koko, le secteur 5 aussi. Sarfalo n'existait pas. Kolsama n'existait pas. Encore moins le secteur 24, 25. La limite, c'était Wizenville. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la ville s'est étendue. Ensuite, en matière de démographie, on pouvait parcourir 1 kilomètre sans rencontrer 2, 3 véhicules. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Vous quittez ici aujourd'hui pour aller au service. Et si vous ne bougez pas peut-être 1 heure à l'avance, 45 minutes à l'avance, vous risquez d'arriver en retard. Parce qu'il y a tout un embouteillage. Et voilà ce changement. Et un troisième changement qui est marquant, c'est celui social. Un changement social. En son temps, Bobo était en fait, la population de Bobo était beaucoup plus soudée qu'aujourd'hui. Pas qu'il n'y a plus de solidarité, mais dans le temps, c'était beaucoup plus accentué. Quand il y avait un décès dans un quartier, tout le quartier restait calme durant un certain nombre de jours. Mais aujourd'hui, vous allez voir un décès dans une cour et la cour voisine, hermétiquement collée à la cour où il y a eu décès, une fête, un mariage, un baptême, etc. etc. Voilà. Avant, il n'y avait pas cela. D'accord. À présent, nous passons à la rubrique Corbeille. Vous allez tirer une des 4 et exécuter le gage qui s'y trouve dessus. Je vais tenter. Un chant. Donc, c'est
pas si c'est un chant d'école primaire ou si c'est un chant d'église ou si c'est un chant du terroir. Bobo. Ok. Et je connais beaucoup de chants d'église. Et je vais choisir un chant de souvenir de l'école primaire. Okay. Voilà. Un chant que j'ai produit le jour de mon examen du certificat d'études primaires. Okay. Le matin, tout resplendit, tout chante, la terre rit, le ciel flamboie, mais pour nous qu'il tonne, pleuve ou vente. De tout temps, nous chantons notre joie, car chaque jour est un jour de fête dans notre cœur, un soleil lui toujours, pleine de joie, d'élan et d'amour, notre chanson se lève chaque jour. Bravo. Vous avez dû avoir une très bonne note. Hein? Je ne sais plus combien, parce qu'on ne communiquait pas les notes. D'accord. Mais bon. Ok. Voilà. À présent, nous passons à la rubrique des citations et des proverbes. Vous allez nous donner 2 à 3 de vos meilleures citations ou proverbes. Vous avez le choix. Ça peut être en langue, ça peut être en français. Vous avez le choix. D'accord. Et je fais référence à mon père, qui aimait nous dire ceci. Mais je vais aller en Djoula. Ça dogoni le koro. Ça dogoni le koro. C'est-à-dire qu'il faut éviter de s'exhiber, de peur d'être terrassé par les ennemis. Littéralement, déjà, ça veut dire quoi? Le petit serpent qui... Le petit serpent qui se cache, se développe. Voilà. Mais s'il sort la tête, on va le tuer. D'accord. Voilà. Donc, il faut apprendre à être humble. Tout à fait. Voilà. Ok. Bon, le deuxième, toujours de lui, parce qu'il m'a marqué jusqu'au jour où nous sommes. C'est vrai qu'il n'est plus, mais il est resté gravé à moi. Et ni basa kumatike ati dinga yorolon. Ni basa kumatike. Oui. Ati dinga yorolon. Ni basa kumatike ataka dinga yorolon. Littéralement, voilà, littéralement, tant que la queue du marguerite n'est pas coupée, il ne rejoint pas son terrier, voilà, son trou. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on apprend à ses dépens. Voilà. C'est les expériences, les situations vécues. Tout à fait. Et pour dire aussi qu'il y a des gens, tant que ça ne chauffe pas, ils ne se rangent pas. Voilà. C'est quand on les chauffe qu'ils essaient maintenant de prendre le droit chemin. D'accord. Troisième citation au proverbe. J'irai sur le plan pédagogique. Tout ce qu'on enseigne à un enfant, on l'empêche de le découvrir. Tout ce qu'on enseigne à un enfant, on l'empêche de le découvrir. Cela revient à dire que il ne revient pas à l'enseignant de montrer à l'enfant ce qu'il doit savoir. Il faut amener l'enfant lui-même à découvrir, sur le chemin, sur la piste. À découvrir la connaissance, la notion. Il faut le guider et non tout trouver à sa place. Voilà. D'accord. En tant qu'enseignant, donnez-nous quelques ouvrages qui vous ont marqué, que vous pourrez conseiller à des enfants, des romans, des livres, que vous avez beaucoup aimé, que vous avez beaucoup apprécié. Il y a Mon beau métier, qui est pédagogique. Et Le pain noir, qui est un roman que j'ai beaucoup apprécié également. Camara Laï, l'enfant noir. Et je me limiterai à ces trois-là. D'accord. Voilà. Eh bien, à présent, nous passons à la rubrique Souvenez, Souvenirs. Nous allons faire défiler une série de photos que vous serez appelés à commenter. Alors, cette photo a été prise à Nassau, au petit séminaire de Nassau, et avec les enfants vocationnels. C'est les enfants de ma paroisse qui cherchent à devenir prêtres, sœurs ou frères. Et les enfants que j'encadre dans ce but-là. Donc nous avons effectué une sortie au petit séminaire de Nassau, et ma maison d'enfance où j'ai été formé. Et c'est également une maison qui leur a servi ce jour-là
de modèle, d'exemple, etc. etc. C'est le jour du mariage de ma fille, celle qui a parlé tout à l'heure. Donc c'est elle et son époux. Et je suis au milieu. C'était en 1900. C'était en 2014. Voilà. Voilà. Et toujours au petit séminaire de Nassau. Et je suis avec un ami. Et ce jour-là, c'était un premier samedi du mois de mai, parce que chaque premier samedi du mois de mai, les anciens séminaristes du petit séminaire de Nassau se retrouvent pour une journée de fraternité. Alors donc, nous avons profité pour prendre une photo ce jour-là. Et là, c'est Monseigneur Laurent Dabiré, l'évêque de Dori, qui est un promotionnaire de classe au petit séminaire de Nassau. Quand il a été évêque, il est revenu à Dissine, il faut dire à Diebougou, chez lui, pour une messe d'action de grâce. Et lors de cette messe d'action de grâce, nous avons effectué les déplacements. Nous quatre, nous sommes tous promotionnaires de la même classe. Voilà. C'est mon épouse et moi. Et nous avons effectué une sortie à Nassau ce jour-là. Et au retour, nous sommes arrêtés en cours de route pour immortaliser cette sortie. D'accord. Deux toutouros très amoureux. Merci alors. Ok, nous tirons inexorablement vers la fin de cette émission. Nous allons repartir une fois de plus à la régie pour suivre une dernière vidéo. Bon, ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est tout simplement vous dire que je ne regrette pas le temps passé à vos côtés à l'école Colma B et même le temps qu'on a eu à passer ensemble à l'école Kouaji comme collaborateur, pour ne pas dire collègue. Voilà. Et il a toujours, vous m'avez toujours donné des leçons. Voilà. Et ce qui m'a marqué les quelques dernières années, monsieur Sanou est venu jusqu'à chez moi ici sans me prévenir. Une nuit, on tapait à ma porte, je sors, c'est monsieur qui est devant ma porte. Et ça m'a beaucoup marqué et je ne pourrai jamais oublier ça. Monsieur Sanou, vous êtes un modèle. Et depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, vous l'êtes resté. Et tout ce qu'il y a de bien au niveau des enfants, vous êtes pleinement l'auteur. Ah, monsieur Sanou, merci, merci, merci pour tout. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de santé, longévité et succès dans toutes vos entreprises. Et comme j'ai une petite fille, je vais lui donner pour que ça soit sa femme de retraite. Je suis fière de ce qu'il m'a permis de devenir, que je l'aime beaucoup. Nous avons eu nos moments de joie, nos moments de difficulté, mais malgré tout, je tire toujours le bon côté. Je tire toujours des leçons de tout ce qui nous est arrivé ensemble. Et je lui dirai que je ne pouvais pas demander mieux que lui en tant que père. Papa, j'étais à te dire que je t'aime comme le tout premier jour et je te demande d'être l'homme que tu as été et d'être toujours engagé dans ta foi, d'avoir la même attention, le même amour et la même solidarité que tu as envers les gens. Merci pour tout ce que tu nous as donné, merci pour tout ce que tu as fait pour nous et sache que je t'aime encore plus fort. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre toutes ces belles paroles des personnes très proches de vous, qui vous portent dans leur cœur, qui vous aiment énormément? Je reste bouche bée parce que de mon vivant et du vivant d'autrui, généralement, on ne parle que de ce qui ne va pas.
Et c'est lorsque la personne n'est plus, on essaie de dégrainer ses bonnes actions. Mais ce qui m'étonne ici, avant que je ne parte de l'autre côté, j'ai eu l'occasion et je me dis que je souhaite que ce soit sincère ce qu'ils viennent de dire, parce que ça me surprend. Je ne peux pas m'auto-évaluer. Ils me permettent de savoir qui je suis. Et pour cela, je rends grâce à Dieu, parce que ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'a permis de vivre cette vie-là. Justement, cette rubrique de l'émission sert à cela, parce qu'en Afrique, nous sommes très renfermés. On exprime très difficilement nos sentiments à l'égard de nos proches. Et à travers cette rubrique, justement, les gens s'essaient à cet exercice. Oui. Voilà. Donc, la sincérité avec. Okay. Voilà. Aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner aux enseignants pour être meilleurs, aux élèves pour être meilleurs, quels seraient ces conseils? D'abord aux élèves. D'abord aux élèves, je leur demanderais de suivre en classe, parce que c'est la première action. Quand le maître parle, il faut suivre, il faut te concentrer, il faut que l'enfant se concentre pour suivre ce que le maître dit. Et ensuite, apprendre les leçons, suivre les différentes consignes que le maître donne chaque jour. Donc, et à l'endroit des enseignants? À l'endroit des enseignants, c'est d'être chaque fois le modèle partout où ils sont. D'abord en classe, face à l'enfant, parce que nous, enseignants, nous sommes, j'allais dire, comme un microbe qui est toxique. Si c'est un bon microbe, ben, la suite ira mieux. Et dans le cas contraire aussi, c'est comme si nous étions en train de tout gâter. Donc le rôle de l'enseignant est capital. Il doit chercher à être un modèle en préparant quotidiennement sa classe. Je pense que ça, c'est à notre temps. Chaque soir, il fallait préparer pour le lendemain. Et ensuite, étant en classe, rester sur pied du début jusqu'à la fin du cours. Et donc, je leur souhaite cela. Et aux parents d'élèves? Aux parents d'élèves, encore beaucoup plus de rigueur dans l'éducation de leurs enfants. Qu'ils soient regardants dans les différentes productions cognitives, production sociale et pourquoi pas d'autres productions. Voilà. Alors, et je dirais à la hiérarchie de l'enseignement, le ministère de l'Éducation, qu'est-ce qui pourrait être conseillé pour permettre d'implémenter davantage de réformes à même de booster plus de productivité à l'école? C'est l'encadrement des enseignants sur le terrain. Et cela est vraiment capital. C'est vrai que les directeurs d'école en poste sont des encadreurs de proximité, mais si les supérieurs les appuient davantage, cela ne pourrait que faire du bien au monde éducatif. Voilà. Et votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord pour dire merci grandement, un grand merci à la télévision BF1 pour m'avoir choisi cette modeste personne. Je n'ai jamais imaginé que BF1 allait venir vers moi un jour. C'est par hasard que c'est arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous dis merci pour ce choix. Grandement merci. Ensuite, je dirais merci à ma chère épouse et à mes chers enfants. Merci à ma famille. Merci à mon père, de façon particulière. Merci à ma mère également. Et une très grande action de grâce au Seigneur également. Je dirais un grand merci également à l'ensemble de mes élèves. Ces centaines d'élèves qui aujourd'hui sont devenus, j'allais dire, mes enfants. Et ils m'appellent pratiquement tous papa. Et cela me réjouit. C'est pour moi une richesse. Je leur dis merci parce que tout ce qu'ils font pour moi, de façon discrète, c'est Dieu seul qui les récompenserait. Voilà. Donc, vraiment merci pour leur esprit de reconnaissance envers celui qui a été, entre-temps, leur éclaireur et aujourd'hui leur papa. Voilà. C'est ce que nous disions à l'entame de l'émission, à savoir le meilleur cadeau que l'on puisse recevoir, c'est la connaissance et le savoir. Vous en avez donné, oui. C'est la preuve de votre générosité parce que toutes ces personnes auxquelles vous avez appris le savoir
qui parviennent aujourd'hui à réussir leur vie dans des activités quelconques, c'est la meilleure façon qu'on puisse contribuer à l'édification de notre très chère nation qui est le Faso. Et à la matière, nous dirons que vous avez joué votre rôle et vous continuez de jouer votre rôle. Merci. C'est l'occasion pour nous de vous dire merci également pour cela. Merci bien. Et merci également aux fidèles téléspectatrices et téléspectateurs qui ont passé du temps avec nous pour suivre ces leçons de vie de notre cher éducateur Sanon Dafrancy. J'aime bien les noms traditionnels. Sans problème. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines émissions de Leçons de vie. À très bientôt.